Richard Findiquian. Stéphane Bern, bonjour. Bonjour. Malgré un emploi du temps chargé, vous êtes sur tous les fronts. Boulimique de travail, vous parvenez à jongler avec de multiples engagements entre des émissions télévisées que vous présentez comme Secret d'Histoire, votre émission radio sur Europe 1, où vous animez Historiquement Vôtre, et votre nouvelle vocation d'acteur dans la série Belfond, dans laquelle vous incarnez un procureur justicier en marge du système. Vous trouvez néanmoins le temps de lancer une nouvelle collection consacrée aux lieux de pouvoir avec cet ouvrage intitulé Les Secrets de l'Élysée, publié chez Plomb, un livre, dites-vous, qui s'inscrit dans la continuité d'une émission que vous présentiez l'été, qui avait pour titre « Si les murs pouvaient parler ». Vous dévoilez ainsi au public le célèbre numéro 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, où se dresse un bâtiment connu dans le monde entier, un bel hôtel particulier de 11 000 mètres carrés habitables, doté d'un parc d'1,5 hectare, qui peut s'enorgueillir de plus de 300 ans d'histoire et qui existait bien avant que les présidents français ne s'y succèdent. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est les lieux de pouvoir, au fond. Les gens connaissent l'Élysée. On voit, par exemple, que chaque année, pour les Journées du patrimoine, il y a énormément de gens qui veulent s'y rendre et le visiter. Mais c'est sans doute l'un des hôtels particuliers parisiens les plus connus et les plus méconnus du grand public, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir y entrer. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de raconter 3 siècles d'histoire, puisqu'il a été construit en 1722, et de raconter les coulisses de cette histoire avec les grandes figures qui ont vécu. On se dit toujours, quand on est dans un endroit, mais si les murs pouvaient parler, ils nous raconteraient de curieuses histoires. Et effectivement, ça a été un palais de femmes, c'est ce qui déplaisait d'ailleurs au général de Gaulle, qui était un militaire un peu strict. Il trouvait que les femmes s'étaient adonnées à des choses un peu trop voluptueuses. Je pense à la marquise de Pompadour ou à Bathilde d'Orléans ou Caroline Murat, qui, elle, recevait à la fois son mari et son amant qui se disputaient dans les couloirs. Alors vous dites, on croyait tout savoir sur l'Élysée, mais même moi qui connais bien ce palais, j'ai appris des choses. Par exemple, qu'il ne s'agissait pas d'un ancien lupanar, contrairement à ce que dit la légende. Oui, absolument, ça n'a jamais été un lupanar. C'était un lieu de fête et de plaisir, mais des plaisirs plutôt innocents d'ailleurs. C'était un lieu où on pouvait jouer. Il y avait c'est à la Révolution, quand il a fallu que les aristocrates puissent louer leurs biens pour entretenir leur maison. Et Bathilde d'Orléans n'a pas échappé à la règle. Il se trouve que on avait loué à ce moment-là d'ailleurs des appartements au premier étage. Au rez-de-chaussée, c'était un lieu de plaisir, donc on pouvait y jouer. Il y avait des balles, il y avait des soirées, mais au premier étage et au 12e étage, on y louait des appartements. Et le petit Alfred de Vigny, eh bien, il y a vécu enfant avec ses parents. Voilà, mais ça n'a jamais été un lieu de débauche pour le coup. Alors vous commencez avec l'Élysée, mais vous souhaitez continuer cette collection avec d'autres palais, avec des châteaux comme Buckingham ou Windsor, par exemple, mais il s'agit surtout pour vous de raconter les histoires des gens qui ont traversé ces lieux. Oui, parce qu'on croit toujours que les lieux de pouvoir ou des palais eh bien, sont désincarnés. Au contraire, il y a les personnes et qui ont vécu ont laissé sur les murs, ou en tout cas dans l'air, quelque chose de leur passage. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter la vie des gens, parce qu'au fond, l'histoire, vous la transmettez d'autant mieux qu'elle est incarnée dans des personnages de chair et de sang qui ont aimé, souffert, vécu. Et c'est ce que j'aime dans les lieux. C'est pas simplement raconter la beauté d'un lieu, mais c'est vrai que j'ai envie de raconter la Maison Blanche, Windsor et Buckingham et d'autres lieux de pouvoir tout à fait étonnants. Alors à propos des origines de votre passion pour les grandes familles royales, vous dites que vous avez vite compris que les monarchies autour de nous étaient républicaines et que vous trouvez que notre République, elle, est profondément monarchique parce que, selon vous, il y a plus de protocole à l'Élysée pour voir le président que pour rencontrer le grand-duc du Luxembourg. Oui, c'est vrai, c'est une évidence, mais c'est vrai qu'on oppose toujours monarchie et république. Ce qui compte, ce sont évidemment les valeurs démocratiques, mais la France, on a toujours tendance en France à glorifier les valeurs de la République qui sont importantes, liberté, égalité, fraternité. Mais on a un comportement qui n'est pas toujours républicain. On prête au président de la République un pouvoir bien supérieur
à celui qu'avaient nos rois et surtout à celui des chefs d'État dans les monarchies qui nous entourent. Notamment à Luxembourg, en Belgique, partout, on revient toujours vers le citoyen. Il y a énormément de référendums, il y a énormément de questions qui sont posées aux citoyens en permanence. Et c'est vrai que les gouvernements dépendent des majorités aux assemblées. Donc il y a un vrai rôle démocratique qui est joué. En France, c'est vrai qu'on aime donner au président de la République un rôle comme celui d'un monarque à qui on donne une latitude beaucoup plus grande, effectivement. Alors toujours à propos de l'origine de votre attrait pour les familles royales, vous racontez que c'est une passion que vous avez développée enfant afin d'échapper à un cadre familial très corseté dans lequel vous ne vous reconnaissiez pas. Vous dites en faisant allusion à votre enfance, « J'avais l'impression d'être entré dans cette famille comme on se trompe de porte. Les têtes couronnées vous ont permis d'imaginer une autre famille. » Oui, alors en même temps, j'avais aucun fantasme nobiliaire, ni je me suis pas pris pour ce que je n'étais pas. Mais c'est vrai que j'avais le sentiment, en regardant ces familles, qu'elles étaient exemplaires. J'ai appris depuis qu'elles ne l'étaient pas forcément. Mais en tout cas, enfant, ce qui me fascinait, c'est qu'ils avaient l'air de tous s'aimer, de tous être parfaits. Il y avait un côté comme ça d'exemplarité qui me plaisait bien par rapport à ma famille qui était un peu rigide et un peu autoritaire, et je trouvais que leur famille avait l'air beaucoup plus sympathique et souriante. Voilà, donc par la suite, évidemment, alors l'intérêt est né de cela. Ensuite, l'intérêt chez mes grands-parents luxembourgeois, c'est que j'ai très vite compris quel était leur rôle social, caritatif, leur rôle public aussi, leur rôle politique, et ça m'a plutôt plu. Voilà, mais maintenant, je vis assez bien le fait d'être républicain en France et monarchiste au Luxembourg, voilà, à cheval sur mes deux pays de cœur. Alors, dernière question, Stéphane Bern, vous reconnaissez que Brigitte Macron est une amie pour qui vous avez une tendresse particulière, mais à propos de la mission que vous avez confiée le président de la République visant à venir en aide aux bâtiments français en péril, vous dites « c'était par patriotisme, je ne l'ai pas fait pour le président, je l'ai fait pour la France ». Et vous ajoutez « c'est ce qui restera de ma vie ». Vous avez cette phrase « 100 ans après ma mort, on ne se souviendra pas de mes livres ni de mes émissions, on aura tout détruit, mais les monuments qu'on aura sauvés resteront. » Oui, absolument. Je crois que tout le monde le sait, les émissions de télé, les émissions de radio, les livres, à part chez quelques bouquinistes, tout ça ne passera pas la barrière du temps. En revanche, les monuments que vous sauvez, qui ont quelques siècles d'existence, vous leur permettez de vivre encore plus longtemps. Et donc là, au moins, il y aura peut-être une œuvre, une action qui laissera son empreinte dans l'histoire. Mais il faut rester très modeste par rapport à ça. Alors, c'est vrai que quand le président m'a proposé cette mission, je l'ai fait en me posant des questions, en me disant, alors on va encore dire l'ami de Brigitte Macron, l'ami de... Moi, j'ai connu tous les présidents de la République depuis Valéry Giscard d'Estaing, et j'ai été ami, je peux le dire, avec toutes les premières dames. Mais pour autant, je fais ça parce que j'aime mon pays et que j'ai envie que le patrimoine soit relevé. Après, c'est pas une mission politique. Moi, je ne fais pas de politique. Je suis animateur sur le service public. Je ne dis pas pour qui je vote. Et puis voilà, je fréquente tout l'échiquier politique. Quand Fabien Roussel du Parti communiste m'appelle pour l'aider dans le patrimoine de Saint-Amand-les-Eaux, je m'en préoccupe. Même chose avec la NUPES. Enfin, je n'ai aucune œillère politique. Maintenant, la mission, elle dépasse, elle transcende les partis politiques. On travaille pour le pays, on ne travaille pas pour un parti ou pour un président, c'est vrai. Je rappelle le titre de votre livre, Les secrets de l'Élysée, publié chez Plon, livre en compétition pour le prix Charles Villeneuve 2022 qui sera remis le 10 décembre à Marseille, à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Merci Stéphane Bern. Merci beaucoup Richard, merci à tous. À très vite, à bientôt. Au revoir. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura au Bagne, Cinéma Le Prado. Quel est le métier qu'incarne Stéphane Bern dans la série Belfond ? Je répète la question. Je vois que Monsieur Banegas écoute avec une grande attention.
Quel est le métier qu'incarne Stéphane Bern dans la série Belfond? Des cartes cadeaux Cultura et des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille à gagner. Pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33. 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian.